pour animer ce webinaire en ligne. Donc moi-même, Vincent Lépingue, donc je suis associé Novéane en charge de toute l'activité relative à la transformation et aux transitions digitales. Et moi-même, Elliot Cahen, je suis responsable du domaine de conduite du changement, sur lequel on conduit des changements sur des grandes transformations pour divers groupes. Donc quelques mots rapidement pour vous présenter Novéane. Donc Novéane, c'est un cabinet de conseil qui existe depuis 2016, qui est né de la fusion de plusieurs sociétés qui sont leaders sur le marché depuis pas loin de 15 ans. Notre métier, notre cœur de métier principal, c'est l'efficacité continue de la DSI au service des métiers. Ça veut dire qu'on se positionne à la fois du côté des métiers ou à la fois auprès de la DSI pour assurer cette efficacité continue. Le groupe Novéane, c'est 170 experts qui sont répartis sur 7 domaines d'expertise et qui accompagnent les DSI, les CDO, les équipes dans leur fonctionnement au quotidien. Et on travaille également avec l'ensemble des directions métiers et fonctions support, type comme les DRH, les directions de l'innovation et les directions financières. Donc parmi les domaines, donc on a une activité où on fait beaucoup de transformations auprès des collectivités territoriales, une activité relative à la transition digitale, on cadre et on accompagne les transformations digitales de l'intention stratégique à la réalité opérationnelle, donc ça inclut la partie pilotage, la partie accompagnement au changement et les transformations de la capacité de la DSI. Un savoir-faire autour de tout ce qui est AMOA juridique pour être capable d'accompagner nos clients dans les processus d'achat, qu'ils soient publics ou non. Une activité autour de la partie pilotage et PMO pour arriver à professionnaliser le métier de pilotage, qu'il soit en mode classique ou en mode agile. Les systèmes de pilotage pour la mise en œuvre des outils et dispositifs de PPM. Un savoir-faire autour de tout ce qui est compliance sur la cybersécurité et la RGPD. Et un dernier domaine qui est relatif à l'orchestration et à l'automatisation des processus, notamment avec l'approche d'entreprise plateforme, notamment avec la solution ServiceNow. Je vous propose de plonger rapidement dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on a fait ce webinaire parce qu'on a fait plusieurs constats. Le premier, c'est qu'actuellement, l'ensemble de nos clients tout secteur confondu d'ailleurs, que ce soit où on vous parlera par exemple d'un des grands acteurs du secteur de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, que ce soit dans la construction automobile, dans les services publics, dans la protection sociale, dans les domaines de la finance, on voit qu'il y a une pression extrêmement forte globale qui pousse l'ensemble des entreprises à innover. C'est-à-dire que on a vu sur les 15 dernières années une mutation d'un phénomène un peu qui était assez précurseur de positionner l'innovation au cœur de l'entreprise à une nécessité absolue, dans le sens où si l'entreprise elle n'innove pas, elle risque de rapidement péricliter sur son secteur d'activité. Donc du coup, ça a poussé à ce que l'innovation soit généralisée, démocratisée et permanente, inscrite quasiment comme un processus avec une tendance à essayer de la normaliser et de la rendre maîtrisée, là où il faut justement arriver à lui donner un peu de respiration. Et cette innovation, elle a besoin d'autant plus de respiration qu'on est dans un contexte de VUCA, donc avec une notion de volatilité, d'incertitude, de complexité et d'ambiguïté. Et donc ça veut dire qu'il faut en permanence cultiver une grande plasticité au niveau de la direction générale, des équipes et du management pour arriver justement à gérer tous ces mouvements réguliers. Et donc ça nécessite finalement non pas une transformation avec un point d'arrêt et une réalisation définie, c'est vraiment une transformation continue qui touche tous les segments de l'organisation, à la fois la dimension organisationnelle, la digitalisation, on voit bien avec la dématérialisation qui est actuellement en cours, toutes les nouvelles tendances autour de l'IA, des chatbots, de la blockchain, du RPA, etc.
Une transformation managériale parce qu'on est dans un contexte notamment où il faut arriver à cultiver un système de management qui laisse un maximum de respiration à cette transformation continue et notamment ça devient pour les équipes RH un point fondamental parce que ça constitue la marque employeur pour arriver à drainer les meilleurs talents. Et puis après une approche culturelle, ce qui fait que en fait l'ensemble des forces vives qui constituent une organisation, une entreprise, arrivent à se fédérer autour de cette culture partagée, autour du sens qui en émerge. Ce que l'on a constaté, c'est que aujourd'hui, on a 70% des transformations qui échouent, donc qui concrètement n'arrivent pas à l'objectif tel qu'il était défini. Donc ça veut dire que la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a quand même 30% qui réussissent. Parmi en fait les 70% qui échouent, ce qui est intéressant de regarder, c'est que les raisons qui font que ces transformations échouent, c'est souvent pas lié à des problématiques qu'on pourrait appeler techniques, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des problématiques ou des causes d'échec qui sont liées à des problématiques de budget, de déploiement de moyens, de mauvaise architecture, de choses comme ça, mais plutôt par des problématiques qu'on qualifie un peu de manière conceptuelle de résistance au changement. Alors la résistance au changement, c'est parfois un peu le parapluie derrière lequel on se cache et qui en fait est plutôt un révélateur de posture, d'attitude, de comportement de salariés et de managers qui sont pas forcément uniquement en résistance au changement, mais qui sont surtout en attente forte d'expression de sens pour arriver à comprendre pourquoi ce changement-là s'opère. Ce qui est intéressant du coup, c'est de voir un petit peu la façon dont vont-ils ces 70% de transformations qui échouent. Donc on a une partie qui est vraiment en bas majoritaire dans ces transformations qui échouent, c'est-à-dire que la moitié de ces 70% sont liées justement au fait que les pratiques professionnelles n'évoluent pas ou alors qu'elles se font de manière très ponctuelle sans vraie pérennisation au sein de l'organisation. Ce qui fait que concrètement, ça fait un changement qui est très cosmétique. On se dit, bah, c'est chouette, tout a bougé, mais en fait, c'est vraiment un changement uniquement en surface. Et donc, ça veut dire que quelque part, ce qu'on constate a posteriori dans les contextes chez nos clients, c'est que quand on est dans ce type de situation, ce qui peut se passer, c'est de revenir finalement au fonctionnement habituel et de ne pas avoir ancré ces nouvelles pratiques durablement dans le fonctionnement de l'organisation. On a 20% de ces 70% d'échecs qui sont faites un petit peu avec un passage en force et donc qui crée en fait une autre complexité en fait en rebond, c'est-à-dire que le climat social et ça c'est pour nos collègues qui travaillent notamment dans le secteur des RH, c'est un vrai enjeu, c'est que ces transformations qui se font assez fortement et assez rapidement créent un climat social qui est assez compliqué et donc du coup détruit le travail qui est fait par les équipes RH en termes de dynamique managériale, de marque employeur, d'attractivité. Et donc on constate derrière qu'il y a des départs massifs, un fort turnover et puis malheureusement en plus dans ces situations-là, c'est souvent les compétences clés qui partent en premier et qui du coup déséquilibrent le fonctionnement de l'organisation. Et en plus ça amène derrière une cohabitation avec une pluralité culturelle qui peuvent pas forcément vivre correctement ensemble. Et le dernier cas, donc les derniers 30% de ces 70%, c'est en fait on adapte les objectifs à la capacité d'absorption du changement et donc du coup on est obligé de revoir les objectifs à la baisse, ce qui finalement crée derrière la notion de challenge qui avait été affichée initialement par rapport à cette transformation, crée une certaine forme de frustration en disant on aurait pu aller beaucoup plus loin, si c'est ça, ok la prochaine fois je le ferai à minima parce que je me suis trop investi et donc casse un petit peu la dynamique entrepreneuriale qui aurait pu se développer et qui pose en plus des problématiques et des grosses difficultés de management par la suite. Donc, un des points focaux sur lequel nous sommes penchés avec Elliott dans ce contexte-là, c'est d'arriver à faire en sorte de trouver tous les leviers pour arriver à insuffler
justement la bonne volonté qui est nécessaire à la mise à disposition des facultés cognitives et émotionnelles des collaborateurs et de l'ensemble, et qui permet en fait d'arriver à exploiter au maximum les leviers qui sont actuels pour vraiment rendre réelle cette transformation. Par levier, on peut évoquer notamment les effets de réseau, les objectifs stratégiques, le sens, etc. Elliot, je te propose. Merci beaucoup Vincent. Donc comme Vincent l'a très bien exprimé, on vit dans un monde qui est passionnant, qui évolue constamment, sur lequel il y a beaucoup de défis et qui change beaucoup. On l'a constaté sur la plupart de ces échecs en termes de transformation, le facteur humain est extrêmement important. Et donc, il faut réussir à concentrer l'ensemble des efforts dans la transformation, évidemment sur la réussite technique, mais ça, c'est généralement acquis, mais concentrer autour de l'humain et des personnes qui sont impactées. Donc, quand on parle de l'humain, de la personne, de cette personne-là, c'est essayer de leur donner confiance dans cet avenir-là, leur donner du sens à ce changement, parce que généralement, c'est quelque chose qu'on oublie. Donc nous, et vous le verrez un petit peu dans l'intégration sur une cellule change, comme on l'intègre généralement, on se concentre sur 3 principes qui sont fondamentaux autour de l'humain, qui sont d'abord moi-même. Bête, mais on est généralement un peu égoïste, non pas dans un sens péjoratif du terme, mais quand on a un changement qui arrive, on se dit mais qu'est-ce que ça va changer pour moi? Qu'est-ce que demain matin, quand je vais me lever et que je vais retourner travailler, qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Qu'est-ce que je vais perdre? Parce que généralement, c'est la première question qu'on se pose. Et la perte, le sentiment de perte pour un employé, pour toute personne, est généralement 3 fois, voire 4 fois plus fort que ce qui est gagné. Donc il faut être capable de positionner la transformation et d'être très clair, d'avoir une démarche qui clarifie l'ensemble de l'évolution des responsabilités, l'évolution du quotidien pour les personnes impactées. Le deuxième élément, c'est mes relations. Quand je vais au travail, je suis avec des collègues, j'ai des processus, j'ai des personnes avec qui je travaille, à qui je dois quelque chose, à qui on me doit, ces personnes-là me doivent des éléments, et sur lesquels les changements vont bouleverser ces éléments-là, parce que vont bouleverser les processus, vont bouleverser les pratiques, et donc vont bouleverser les interactions que je vais avoir avec mon entourage. Donc une autre focalisation qui permet cette fois-ci non pas d'avoir la continuité de l'activité, qui est fondamentale dans les responsabilités, mais qui va permettre de fluidifier les éléments, va être cette deuxième concentration sur les relations et l'écosystème de chaque personne. Et enfin, c'est certainement un élément qui est le plus dur à mesurer, le plus dur à donner, mais qui est l'un des éléments le plus fondamental, c'est de travailler sur les finalités du changement, les finalités de la personne, c'est-à-dire pourquoi je fais mon travail, qu'est-ce qui va changer, pourquoi il y a ce changement, et quel est l'objectif de ce que je fais. Est-ce que c'est le même qu'avant ou pas, et quelles sont les finalités pour moi, mais également évidemment pour l'entreprise, parce que chaque individu s'inscrit dans une entreprise. Donc, la façon dont on structure les éléments autour de la cellule change. Comme on l'a expliqué, toutes les transformations, alors ici on parle dans cet élément-là, on parle de transformation digitale, mais c'est des transformations qui impactent l'ensemble des inducteurs de performance de l'entreprise. Donc c'est quoi? Quand on a des transformations, que ce soit des transformations culturelles, organisationnelles, transformations digitales, etc., on va toucher à l'ensemble des choses, que ce soit la relation que j'ai avec mes collègues, mais également avec la relation client, comment je vais traiter mon client pour l'améliorer. Aujourd'hui, on est dans une évolution avec une culture de service qui évolue très fortement donc vers cette expérience utilisateur, cette expérience client, et donc généralement, l'organisation des transformations ou l'objectif des transformations sont d'améliorer cette expérience-là. Mais ça va toucher les processus, qu'ils soient IT, qu'ils soient métiers, ça va toucher les technologies, ça va toucher aussi quelque chose qui est fondamental, c'est les compétences de chaque individu. Chaque individu doit faire évoluer ses compétences. On n'est plus sur un acquis de compétences, on est sur une évolution constante de son savoir-faire, mais également de son savoir-être, avec forcément des jobs qui vont évoluer, des jobs qui vont disparaître. Les emplois qu'on a il y a 10 ans ne sont plus les mêmes qu'on a aujourd'hui, et ceux de demain seront très différents. Et donc ces éléments-là, et notamment dans les missions RH, d'où cette importance d'avoir un lien très fort entre les transformations et la RH, c'est d'accompagner cette transformation, d'accompagner cette évolution de mission, parce que comme on l'a dit juste avant, c'est mon quotidien, et qu'est-ce qui se transforme, qu'est-ce que je fais de plus, qu'est-ce que je fais de moins, et est-ce que j'ai le sentiment de progresser avec ces transformations-là. Et évidemment, ça touche à la stratégie et à la culture d'entreprise. Donc, ce concept de cellule change, ce concept d'avoir un point unique qui permette
de contrôler les transformations ou de faciliter les transformations ou d'accompagner les transformations de l'entreprise se situe vraiment au cœur des fonctions à la fois support et métier. Que ce soit les fonctions support, et on va parler RH, communication, ou évidemment tout ce qui est IT, mais également métier. Et donc cette cellule-là, aujourd'hui dans son positionnement, est vraiment au cœur. Dans les différentes missions qu'on a opérées, c'est relativement variable là où se situe cette cellule change, mais généralement le plus proche possible du corps décisionnel. On a par exemple une mission dont on va parler un client plusieurs fois, qui est un grand groupe pharmaceutique qui a décidé d'engager un changement culturel, un développement culturel. Donc naturellement, cette cellule change s'est positionnée au niveau de la direction de la stratégie, de la performance et du changement. Donc le changement a été intégré dans l'aspect gouvernance globale de l'entreprise. D'autres, où c'est plus des transformations digitales, l'ont positionné plus bas au niveau de la direction des projets et du portefeuille, parce que c'était surtout une cellule change dédiée aux projets de transformation digitaux, dédiée à la conduite des projets et pour les chefs de projet, donc plutôt côté DSI et au niveau des transformations. Alors le rôle de cette cellule, il y a 3 rôles principaux qui sont très importants, qui sont généralement très fortement imbriqués, mais qui sont à définir. Le premier rôle, c'est de travailler sur la culture. Les Français, en plus que 50% des Français, 56% il me semble, la culture d'entreprise a plus d'impact que le salaire eux-mêmes dans la satisfaction du travail. Aujourd'hui, quand on fait une transformation, s'il y a un élément à maintenir, c'est évidemment ce climat social pour avoir une réussite et que les gens s'intègrent dans cette transformation-là. Donc la satisfaction de l'employé est fondamentale. Outre toutes les transformations et les changements qui vont être opérés dans cette transformation, la satisfaction va être importante. Donc la culture ne doit pas être bouleversée. Sauf, évidemment, si cette transformation est volontairement un changement de culture. Évidemment, un changement de culture, ça prend plus de 3 ans à faire, donc c'est quelque chose qui doit s'imbriquer le plus longtemps possible, ne pas être pressé et travailler sur la patience. Mais donc ce premier rôle de la cellule change est de maintenir ou de développer évidemment la culture et de s'assurer que dans l'ensemble des projets et dans l'ensemble de la transformation, on est bien acquis et on est bien intégré la culture d'entreprise pour ne pas la bouleverser et ne pas évidemment bouleverser le climat social. Si on reprend par exemple l'exemple de ce groupe pharmaceutique, ils ont engagé une grosse transformation plutôt outils et processus avec une orientation de gestion de service, avec un outil développé pour être capable d'optimiser les processus, de définir les nouveaux rôles qu'il y avait derrière, et c'était une transformation qui était plutôt technique. La transformation en elle-même, comme on l'a dit avant, elle s'est bien passée. L'intégration s'est déroulée comme prévu sur l'outil, le déploiement s'est bien passé. Néanmoins, dans l'efficacité et dans les objectifs qu'ils voulaient atteindre en termes de service, en termes de connaissances, c'était pas atteint. Pourquoi? Parce que les gens ne savaient pas forcément avec qui ils devaient travailler, ils ne devaient pas forcément avoir cette fluidité au niveau de la relation, et les rôles n'étaient pas clairement définis. Après un diagnostic qui a été fait et une phase de cadrage qu'on a amorcé avec eux, on s'est rendu compte que c'était plus un aspect de profondeur qu'il fallait travailler, qui était sur le développement de culture, qui n'est pas forcément non plus un développement de culture au niveau des employés, de la couche opérationnelle, si on veut, mais justement ces éléments de culture viennent souvent, et ces freins viennent souvent, des couches managériales, du middle management, voire du top management, pour des éléments culturels, parce qu'ils sont moins impactés par les opérations, mais beaucoup plus impactés sur la façon de travailler. Donc ce changement culturel a été initié a posteriori, après le changement d'outils et le changement de processus, car on s'est rendu compte que c'était ça le levier qui allait faire réussir cette transformation. Donc une transformation qui est un moment en échec parce qu'on n'atteint pas les objectifs, est toujours transformable si on se fait le bon diagnostic et les bonnes analyses pour être capable de repositionner. Donc la culture change doit être là pour alimenter et développer la culture. Le deuxième rôle de cette cellule est évidemment de former, d'accompagner. Alors les chefs de projet d'ailleurs, ou pas les chefs de projet, ça peut être également l'ensemble des relais du changement. Donc ils doivent être capables, cette cellule, d'assembler un savoir, d'assembler une méthodologie, on va en parler juste après, pour mettre à disposition et développer auprès des différentes personnes cette culture. Notamment
quand on a des grands groupes à l'échelle internationale, une cellule change ne peut pas être capable de passer à l'échelle et d'aborder l'ensemble des sujets. Donc il faut être capable d'avoir des relais du changement pour être capable de toucher à la fois l'ensemble des personnes, mais également s'adapter aux cultures. On parle beaucoup de la culture d'une entreprise, mais une entreprise qui est un groupe international a plusieurs cultures. A une culture qui peut être en fonction des pays. La façon de travailler des Brésiliens n'est pas la même façon des Allemands, qui n'est pas la même façon de travailler des Français. Et donc une transformation ne va pas se vivre ou s'interpréter de la même manière en fonction des pays. De même, en fonction des directions métiers, ça peut changer. Donc il faut être capable de démultiplier les relais du changement, et cette cellule Change a cette mission-là, d'être capable de à la fois développer les moyens et cette d'évangélisation du changement pour être capable d'avoir une façon unique de conduire ce changement. Et enfin, et ce n'est pas le moindre rôle, c'est évidemment la partie projet stratégique, la conduite de projet, où la cellule Change doit être capable de mettre à disposition des ressources compétentes, des moyens humains qui soient dédiés à des projets. Donc généralement, on va différencier des petits projets sur lesquels on va plutôt faire de l'évangélisation et de la formation à la conduite du changement, et puis les gros projets de transformation sur lesquels la cellule Change va mettre à disposition ces ressources-là pour être capable de décliner la méthodologie, pour aller avoir des différents éléments de fluidification, et notamment la relation très importante entre les RH, la communication, ça peut être la méthode qualité, ça peut être l'ensemble des métiers, et être capable de casser ces silos-là avec des compétences purement conduite du changement qui seraient mises à disposition. Donc voilà pour nous les 3 rôles de cette cellule Change. Alors si on va un petit peu plus précisément sur le volet du framework, c'est intéressant de s'y pencher. Le but n'est pas d'avoir un livre, une nouvelle Bible de la conduite du changement mis à disposition par la cellule Change. Le but évidemment n'est pas de prendre une grande méthodologie unique qui existe et de la décliner, parce que chaque entreprise et chaque culture est unique, et donc il faut être capable d'avoir néanmoins les éléments simples et pratiques à transmettre. Donc, on visualise généralement 3 grands volets. D'abord, c'est une approche qui va être adaptée. Donc, alors, il y a plusieurs méthodologies, hein. Il y a Kotter, il y a les 7S de McKinsey, il y a plusieurs éléments. C'est des éléments qui sont à prendre en compte pour construire une méthodologie, pour construire une sorte de feuille de route quand on veut conduire le changement et avoir un élément homogène. Évidemment, c'est très souvent un mix entre les différents éléments qu'on va intégrer. Le sens, notamment l'approche autour du sens, est extrêmement importante, et on va en reparler. Des outils simples, alors il y a une palanquée d'outils qui existent dans la conduite du changement. C'est toujours pratique d'avoir certains outils qui soient utilisés constamment sur l'ensemble des projets dans une même structure. Pourquoi? Parce qu'on peut comparer les éléments, on peut réutiliser, et on peut voir l'évolution. Typiquement, si on prend la matrice des parties prenantes dans un projet, on va pouvoir avoir une connaissance et construire une sorte de capital d'évaluation des parties prenantes qui se nourrissent au fur et à mesure des projets en parallèle, et notamment aussi de pouvoir faire de la cross-fertilisation entre les différents projets, entre les différents relais du changement, pour être capable de démultiplier et de faciliter l'appropriation de ces outils-là. Et enfin, et c'est ce qui est un petit peu moins palpable et un petit peu moins utilisé, mais qui est fondamental dans ce framework de conduite du changement, c'est les principes culturels. Donc culturels parce que, évidemment, en fonction de la culture d'une entreprise, encore une fois, il ne faut pas tout bouleverser. Et donc c'est des choses qui sont à appliquer en fonction des façons de faire, en fonction des bonnes pratiques, en fonction de la culture. Une culture industrielle ne va pas être la même chose qu'une administration, ne va pas être la même chose qu'une culture de retail. Donc c'est extrêmement différent, mais on peut lister, et c'est une liste non exhaustive, de travailler sur le sens et d'aider, d'accompagner les relais du changement à se positionner et à se poser des questions constamment sur est-ce que le sens qui est transmis est le bon, est-ce que je touche à la bonne corde sensible pour parler aux parties prenantes qui sont impactées par le changement. Si on parle le principe d'écoute et de réalité, c'est généralement les chefs de projet ou les personnes qui conduisent les transformations ont le sentiment de tout savoir. Il faut être constamment capable de mettre à disposition ou d'imposer dans les projets la façon de les questionner, de demander des témoignages et de constamment se remettre avec le terrain, parce que c'est du terrain qu'on va avoir les perceptions. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des différents principes, mais n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Je vais revenir sur 2 points qui nous semblent fondamentaux et qui sont des facteurs clés de succès de ces transformations-là.
D'abord, on a 2 volets principaux qui sont le hard change, le dur, quoi, le solide. C'est généralement ce qu'on aborde avec, l'aspect, l'organisation, les changements de process, la transformation des rôles et responsabilités. Ça, c'est des choses où constamment on se dit: «Voilà, j'ai une nouvelle organisation, je suis capable de refaire un organigramme, de dire quelles sont les différentes missions de chacun et de le positionner et de pousser les éléments pour faire cette transformation-là». Ça, c'est l'aspect un petit peu rationnel d'une transformation qu'on est capable de mesurer au travers, du respect, d'une méthode, du respect de l'organisation. Est-ce qu'il y a une cohérence globale, et cetera. L'aspect qui est fondamental et qui permet de construire cette petite chaîne ADN, qu'on a joliment dessinée, sur ce slide, c'est le soft change. C'est qu'est-ce qui est perçu? C'est un peu l'irrationnel. C'est, comment je suis capable de me dire que ce que je suis en train de transformer apporte du sens. Est-ce que ce que je souhaite véhiculer dans ma transformation, quelles sont les finalités, quel est le sens que je souhaite véhiculer, se retrouve bien, est bien perçu, n'est pas transformé? Ça peut être une transformation parce qu'évidemment on a des cultures différentes entre les pays et l'interprétation d'un même vocabulaire ou d'une même transformation n'est pas la même. Et donc ce soft change et qui est, relatif à la vision et à l'engagement des personnes, doit être mesuré, doit être maîtrisé. Donc on a ces 2 aspects-là qui communiquent constamment et sur lesquels on doit être capable d'avoir une boucle, une, un cycle permanent d'amélioration continue pour réadapter les modalités de changement en fonction de ce qui est perçu. Pour être très pragmatique, quand on développe une formation ou quand on développe, par exemple, une grande présentation sur quelles sont les ambitions de mon changement, comment ça va impacter, la gestion financière et puis les processus de gestion des services etc. Il est important d'aller être capable de mesurer qu'est-ce qui a été perçu, qu'est-ce qui a été compris et qu'est-ce qui a été perçu sur l'impact que ça a sur le quotidien. Si on ne le mesure pas, on peut continuer à aller tout droit, on peut se retrouver dans le mur, et à la fin, on aura perdu tout le monde parce qu'ils n'auront pas perçu cette transformation-là. La partie soft change va être le levier qui va permettre d'inspirer la bonne volonté de la part de l'ensemble des parties prenantes pour qu'ils soient capables de mettre à disposition leurs facultés cognitives, d'être capables de se dire: «Je vais participer à la transformation, j'ai compris pourquoi, j'ai compris ce qu'il se passait, je vais y aller». On a 2 acteurs clés qui sont indissociables, et je vais m'expliquer pourquoi. Les champions, c'est généralement, on utilise les key users, les champions, les ambassadeurs du changement, et cetera. C'est des personnes qui vont être capables de démultiplier les actions. C'est généralement ce qu'on met en place, où on va avoir des porteurs du changement qui vont être dans les grands groupes, situés, à différents niveaux et qui vont permettre de démultiplier les actions. Les autres personnes qu'on vous présente ici, c'est les agents du sens. C'est un levier extrêmement important. C'est un petit peu des personnes qui sont en sous-marin. Ce pas des gens en management, ils ne vont pas avoir un rôle de management pour aller impulser le changement, mais ils vont être plutôt les personnes qui sont socialement actives, au sens où c'est la bonne personne de la machine à café avec qui on va discuter, on va dire: «J'ai rien compris, j'ai tout perdu, je suis paumé dans ces transformations-là», etc. C'est des personnes qui ne sont pas forcément affichées dans l'organisation comme des agents de ce sens qui sont participants à la transformation, mais qui sont là pour capter, si on veut, les signaux faibles, pour être capable d'aller rapidement traiter les sujets sur le fond, sur le sens, sur la finalité de ce qui pêche. Il faut les avoir, ces agents du sens, il faut les avoir d'un point de vue local. C'est des gens qui sont là, comme j'ai dit, à la machine à café, qui sont locales et qui ont une culture locale. Si on est sur une transformation qui touche des éléments qui sont territoriales, si je prends par exemple la transformation d'un groupe pharmaceutique, on avait des personnes au Brésil, au Japon, en Chine, aux États-Unis, etc. La façon de parler quand c'est un Chinois qui va parler un Chinois ou un Brésilien qui parle un Brésilien va nous apporter beaucoup plus de matière qu'un autre élément. Justement, en parlant de cet exemple-là, l'objectif de la transformation qui avait été engagée quand il s'était rendu compte que le modèle de gestion de service ne fonctionnait pas, c'était parce que le CIO dans cette DSI de 7500 personnes travaillait directement avec les associés et avait ce rôle direct de faire activer les opérations. Donc en fait, l'information forcément ne redescendait pas. Le sens qui était perçu dans la transformation qui était souhaitée aujourd'hui, processus et outils, n'était pas perçu par le top management. Et donc, d'un point de vue pratique, on arrivait à des freins et à des opérations qui étaient beaucoup moins développées.
Ce qu'on a mis en place, c'est effectivement ce duo entre les agents du sens et les champions. Les champions, ils sont là pour se dire, j'ai un plan de conduite du changement qui est déroulé, je sais que je vais mener des projets sur les méthodes, je vais mener des grands projets sur des transformations de processus, je vais mener également des transformations sur les valeurs, etc. Ça, c'est concrètement, les champions sont affichés, étaient là pour aller travailler avec le top management et travailler avec les opérationnels pour être capable d'avoir cette ligne de conduite. C'est un peu des chefs de projet locaux qui vont le faire. D'un point de vue de la remontée d'informations, et ce qui a été fondamental, ça a été aussi de mettre en place donc, ces agents du sens, qui sont là pour aligner et constamment réaligner la transformation et avoir des données brutes du terrain. D'avoir des données brutes, les données brutes, ça peut être, si je prends suite à une présentation des évolutions qui vont être apportées en séminaire, en webinaire, en tous les moyens de communication qui puissent apparaître, ils sont là pour ramener des choses brutes, et ça peut être des éléments comme du « j'ai rien compris ». Ça se traduit beaucoup plus qu'une interprétation de ces éléments-là. Ils sont là pour remonter du verbatim, ils sont là pour remonter du sentiment et être capable de réaligner et d'aller pointer et de concentrer l'énergie de la cellule change sur les points focaux. Généralement, on se dit, j'ai un grand plan de conduite du changement, il faut que je traite tout parce que je dois tout traiter. C'est beaucoup d'énergie perdue alors qu'il faut se focaliser sur le caillou dans la chaussure. Donc c'est cette boucle-là qui était capable de remonter à la cellule change les différents éléments bruts, de réaligner avec le top management pour les imbriquer dans cette transformation-là sur qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue local pour transformer, qu'est-ce qu'on peut faire pour déminer, et de redescendre auprès des champions sur des actions concrètes et pragmatiques dans le changement. Le dernier élément sur lequel on souhaite apporter des précisions, c'est cette mesure du changement. C'est toujours très difficile de le mesurer, et d'impacter, mais c'est néanmoins fondamental pour être capable de ne pas attendre la fin pour voir qu'on va dans le mur. Parce que ces changements-là, ils ne vont pas s'opérer en 2 semaines, en 2 mois, en 6 mois. C'est généralement des changements qui prennent 1 mois, 1 an et demi. C'est beaucoup d'investissement à la fois de ressources et de compétences, mais également évidemment d'investissement financier. Donc il faut être capable de le mesurer constamment. Alors généralement, on fait des mesures et on fait un suivi sur l'implémentation, on fait un suivi sur où est-ce qu'on en est dans une réorganisation, qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été déployé, est-ce qu'on a bien présenté aux différentes instances du personnel le nouveau modèle. Et on se concentre peu sur la mesure de cette transformation auprès des employés. Ou bien on s'y concentre à la fin, on dit comment vous l'avez perçu. Une fois que les formations sont faites, on fait un questionnaire à chaud, et on dit ouais, est-ce que vous avez bien tout compris de ce qu'on va faire. Une fois que la transformation a été réalisée et que la réorganisation a été menée, c'est comment vous vous sentez. Ou bien on se le prend dans la figure, c'est comme ça un peu qu'on va le mesurer. Donc il faut être capable de le mesurer en continu. Généralement, nous, on se base sur un modèle qui est plutôt sur un modèle d'évaluation de culture, mais qui permet d'être décliné sur les différents projets de transformation. C'est un modèle qui est en 3 couches. Une couche qui est plutôt, la couche artefact qui est plutôt claire, qui est des éléments qui sont plutôt observables sur les structures organisationnelles, les processus, mais également du comportement, c'est un peu l'aspect culturel. Et donc, il faut être capable de se dire, mon impact, est-ce qu'elle se traduit de façon concrète sur ces aspects-là. La deuxième couche, c'est les valeurs, la stratégie, les objectifs, comment les personnes choisissent de s'orienter par rapport à cette transformation. Est-ce qu'ils sont de bonne volonté, est-ce qu'ils participent, est-ce qu'ils sont impliqués dans ces transformations-là, est-ce qu'ils sont dedans. La couche la plus compliquée à aborder, c'est la couche la plus basse, mais qui est la plus fondamentale, c'est est-ce qu'ils ont perçu le sens et la finalité, et donc être capable de mesurer comment, dans leurs croyances et dans la façon d'aborder les règles non écrites, c'est-à-dire aussi d'apporter cette fluidité, ils perçoivent cette transformation-là. Et ça, c'est vraiment le subconscient. Et si on ne l'a pas, cette partie-là, forcément, in fine, la transformation va être plutôt dans la catégorie transformation temporaire, où on était sur la 50% des échecs, où on avait des gens qui se sont plongés dans le processus qui avaient transformé, mais qui, comme ils ne perçoivent pas le sens, perdent au fur et à mesure les pratiques, etc. Pour apporter un exemple, on peut avoir, quand on fait cette transformation de culture-service, on avait construit une sorte de cockpit de pilotage de ce développement de culture avec les 3 couches. Donc on a la couche artefact là-haut qui se traduisait plutôt sur des éléments très concrets de processus, qui se tiraient sur
in fine, c'est des indicateurs qu'on arrivait à tirer automatiquement avec une déclinaison finalement opérationnelle de mesures de satisfaction, de résolution de problèmes, etc. Les deuxièmes éléments qui étaient sur la couche valeur, c'était comment l'ensemble des parties prenantes et l'ensemble des personnes qui sont impactées participent. Est-ce que ce sont des gens qui vont aller d'eux-mêmes prendre des initiatives et aller organiser des choses dans les éléments pour développer la culture service? Est-ce qu'ils vont aller développer des séminaires, des présentations et prendre des initiatives? Est-ce qu'ils vont aller eux-mêmes, de leur propre chef, aller développer leur culture à eux, développer leurs connaissances et avoir une volonté de croissance et une volonté d'éducation dans le bon sens et qui va dans le sens du développement de culture qu'on va. Le troisième élément, c'est les éléments, le prémisse qui est en dessous, et là on a utilisé des indicateurs qui sont, c'est un outil qu'on a adapté qui venait de chez Harvard, qui est un élément de culture pour savoir comment se positionnent les personnes dans leur savoir-faire et dans leur récurrent. Est-ce que c'est plutôt des gens qui sont orientés par la vision ou par l'autorité? Donc on a des opposés. Si vous voyez le schéma en bas à droite avec les magnifiques couleurs, on va travailler sur des opposés, sur la façon de manager, la façon de fonctionner, la façon dont on a des réflexes dans les différentes organisations. Est-ce qu'on travaille plus sur la vision ou l'autorité? Est-ce qu'on est plus orienté sur la sécurité ou l'indépendance et la prise d'initiative? Est-ce qu'on est plus sur l'écoute ou bien sur l'ordre et la réglementation? Tous ces éléments-là nous permettent ensuite d'avoir une vision de la progression en prenant des points de mesure réguliers dans les différents pays, dans les différentes organisations, dans les différentes directions métiers, dans cet ensemble d'écosystèmes qui est transformé. C'est pour nous, cette mesure-là, des éléments fondamentaux. On aurait beaucoup de choses encore à raconter sur les différents éléments à déployer dans une cellule change, les différents outils, les différentes bonnes pratiques. Hélas, aujourd'hui, on est limité dans le temps et j'aimerais garder du temps pour vos questions, garder du temps si vous avez des sujets que vous souhaitez un tout petit peu approfondir sur ces éléments-là. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat ou en privé. Je sais qu'on a déjà reçu quelques questions. En tout cas, n'hésitez pas à les aborder. D'ordre général, ce qui est intéressant par rapport à tout ce qu'a évoqué Elliot en termes de cellules de change, de dispositifs, de méthodes, d'outils, d'approche, il nous arrive assez régulièrement d'être sollicité par des personnes justement pour avoir un échange un peu libre, pour diagnostiquer la situation, parce que c'est souvent des exercices très complexes sur lesquels on peut nous être apporteur de solutions ou d'approches. Et donc si vous avez le souhait à un moment d'échanger, on peut tout à fait faire ce genre d'échange à votre disposition en dehors du webinaire, parce que comme le disait Elliot, il y a beaucoup de choses et on a beaucoup de matériel à partager, et aujourd'hui on est un peu en temps contraint, donc si besoin est, on peut partager plus largement dans le cadre d'un échange libre par la suite. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je crois qu'on a une première question. Oui, alors on a une question qui est: quelle est la plus grande difficulté pour le changement dans un grand groupe? C'est une bonne question. Alors la plus grosse difficulté, c'est la communication. Généralement, on se retrouve contraint à osciller entre des communications par mail, des communications par différents canaux et notamment le management. On sait que le management intermédiaire, c'est assez hétérogène sur la façon de redescendre l'information et c'est souvent un frein à ces transformations-là parce que les éléments qui sont redescendus aux opérationnels sont parfois transformés, parfois pas transmis du tout, et ces différents éléments pour être capables de toucher dans un grand groupe l'ensemble des personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui marche le mieux là-dedans, outre tous les canaux de communication, et de faire de la cross-communication avec différents, on peut utiliser du Teams sur Office 365, essayer d'utiliser des outils innovants. Ce qui marche le mieux et ce qui est le plus perceptible, c'est de faire témoigner les gens. D'où, dans la méthodologie de conduite du changement qu'on met en place, de travailler évidemment sur la méthode des petits pas et la méthode des témoignages. Le changement n'est jamais mieux perçu et n'est jamais
plus impactant que quand c'est un collègue qui explique qu'il l'a fait, qu'il l'a réussi et qu'il témoigne de ce changement-là. Donc c'est souvent aussi plus viral de transformer ces témoignages-là en petites vidéos courtes, parfois ludiques, parce que les gens se la passent, se la transforment, jamais plus de 3 minutes, et ça devient un élément viral sur lequel, quand on voit quelqu'un qui rigole ou qui visionne une vidéo, on a envie également de la visionner. Et c'est ce qu'il y a de plus simple et le plus impactant sur à la fois communiquer sur ce changement-là, mais également sur le sens, parce que on n'est pas sur des présentations de 50 minutes, on est capable d'aller à l'essentiel et de présenter les transformations de rôle, etc. On l'avait fait par titre d'exemple pour un organisme banque assurance pour véhiculer des messages et pour faire en sorte que qui soit plus rapidement diffusé, comme le disait Elliot, sous la forme d'un service après-vente, des émissions un peu comme celui d'Omar et Fred, mais avec des vrais collaborateurs qui jouaient des scénettes de leur vie réelle et des difficultés qu'ils rencontraient. Et on a noté que ça avait eu un impact énorme parce qu'il y a un côté ludique, effectivement, avoir son collègue en vidéo, c'est assez génial. Et on a vu surtout que l'ensemble des messages qui étaient passés en subliminal derrière cette mise en scène avaient été largement appropriés et largement diffusés au sein de l'entité. Une autre question qu'on a, c'est comment rattraper une transformation qui est en échec? Oula. Ça dépend beaucoup de l'échec. Donc la première chose, c'est peut-être faut faire un diagnostic. La deuxième chose, c'est que généralement, quand on a une transformation qu'on a en échec, donc ça veut dire qu'il commence à y avoir une réticence au changement, voire un bloc dur qui s'est confronté, il faut être capable de faire un virement total. Donc il y a des questions qui sont plus de pilotage de la transformation, qu'on n'abordera pas forcément ici, mais qui sont plus à traiter sur l'aspect des ambitions, de recentrer les ambitions qui sont données, mais en tout cas de donner un nouveau souffle aux ambitions à donner sur la transformation, pour montrer qu'il y a un changement. Un autre élément, parce que, et là on touche plus à la conduite du changement, ça va être évidemment une grosse part de marketing qu'on va avoir dans ces transformations-là, sur lequel il faut être capable également de faire un revirement. Parfois un nom de transformation peut changer globalement une vision, et il faut être capable de marketer, de changer d'identité, de développer une nouvelle identité pour faire un virement et redonner un nouveau souffle pour que les gens, à la rigueur, considèrent que c'est quasiment un autre projet, même si c'est dans la continuité. Et voilà. Après, on ne passe pas sur l'aspect diagnostic initial pour être capable de bien avoir identifié la source des réticences, qui peuvent être humaines, qui peuvent être également d'ailleurs sur, non pas que humaines, mais d'autres éléments plus sur les ambitions et les objectifs. Notre webinaire touche à sa fin. On tenait vraiment à vous remercier chaudement pour votre participation à tous. On va vous mettre dans le chat nos coordonnées. Comme ça, si vous voulez échanger un peu plus en détail et surtout contextualiser l'échange par rapport à vos situations, parce que vous avez bien compris que chacun a des contextes un peu différents, on échangera avec plaisir avec vous. Et donc, vous aurez toutes nos coordonnées dans le chat en bas à gauche. On vous souhaite une excellente et belle journée à tous et à très bientôt pour un webinaire sur l'approfondissement de thématiques autour du change. Merci beaucoup à tous et une très bonne journée.